C'est le grand bataille entre le kaiju de l'axolote de Trick Track et le petit kraken tout mignon de Kraken Attack. Salutations amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans notre petit café du matin. C'est déjà la fin de la semaine, on est vendredi. Et en ce café du matin du vendredi 29 mai, je vais vous partager les petites impressions. On va plonger, c'est le cas de le dire, du côté de Kraken Attack et de Hagakure, deux jeux que je souhaitais vous présenter, deux nouveautés que je souhaitais vous présenter un petit peu plus avant. Un jeu qui est du coup chez Loki. Loki, c'est Yellow, c'est la gamme de jeux enfants pour chez Yellow. Et Hagakure, c'est Studio H. On va plonger, c'est le cas de le dire, parce qu'on va même tester. C'est Florian qui vous a fait le cadeau de la petite musique qui nous accompagne aujourd'hui. C'est une musique homemade, Florian Homemade. C'est lui qui host en attendant que j'apprenne à me servir du Shadow. Et puis, en plus, grâce à lui, on va pouvoir tenter une petite approche en plongée avec une deuxième petite caméra, histoire de vous montrer un petit peu le matériel ici réuni. Nous aurons, je vous le rappelle et je vous le dis tout de suite cet après-midi, un petit débrief ludique de notre semaine. Vous pourrez nous poser des questions, hein, c'est le but aussi un petit peu du débrief. On va débriefer la semaine et ça nous permet aussi d'être un peu en interaction avec vous. Voilà ce qu'il en est quant aux informations générales que j'avais à vous donner. Alors, Kraken Attack, le jeu ici dans la boîte que je vous montre est de Antoine Boza. Mais il n'est pas seul. Il est avec Esteban Boza. Alors Esteban, peut-être que ça a un lien avec Tao Zia. Je sais, je n'arrête pas de la faire, mais je ne peux pas entendre Esteban sans Esteban Zia, Tao les cités d'or. Désolé. C'est le fils de Antoine Boza. Enfin, pas que le sien. Hein. J'en sais rien. Bref, peu importe, ça ne me regarde pas. Et Esteban, vous l'avez peut-être même vu dans les cartes Seven Wonders, puisqu'à l'occasion de sa naissance, une carte goodies Esteban était sortie. Et donc, du coup, vous pouvez avoir la carte Esteban, tout petit, tout bébé, tout mignon. Et puis maintenant, vous pouvez avoir j'ai grandi et je joue à taper des Kraken sur le bateau. Alors, Kraken Attack, pourquoi vous en parler? Parce que c'est illustré par BitTowers. Kraken Attack, c'est tout mignon. Et vous allez voir qu'en plus de ça, ce jeu coopératif met en scène vraiment de façon, je trouve, super cinématographique le jeu. C'est un jeu coopératif puisqu'il va falloir protéger son bateau de l'attaque du Kraken, c'est le cas de le dire, Kraken Attack, et il va falloir du coup éviter, comme dans les films de piraterie moderne à la Jack Sparrow, n'est-ce pas? Eh bien, il va falloir éviter toutes les tentacules qui viennent déchirer la coque du navire. Je vais passer pour vous montrer ça et vous expliquer avec l'autre petite caméra. Attention, 3, 2 et 1. Normalement, c'est parti. Donc là, ça c'est moi. Et puis, on passe ici avec le matériel. Le matériel qui est mis en place pour 4 joueurs. Et alors, d'emblée, je sais pas vous, mais moi, quand je vois cet aspect bateau en 3 dimensions, les petits personnages qui peuvent se déplacer, il y a 4 cases sur le bateau. 1, 2, 3, 4. Ils vont pouvoir s'y déplacer pour aller péter la tête aux tentacules qui sont présentés ici et qui vont s'approcher tout doucement du plateau. J'essaie de pas vous faire vomir, hein, c'est à la main, voilà, donc du coup désolé. Ces petites tentacules qui vont se rapprocher et éventuellement péter les cases du navire, les bastingages, avant de repartir et éventuellement de refaire encore le chemin. Et si elles reviennent un peu contre le bastingage, entre guillemets, eh bien on va y placer un jeton coque, trou percé, cassé, boum, aïe aïe aïe. Et là, ça veut dire qu'au 4e jeton, eh ben, on va perdre la partie. Donc, il va falloir empêcher absolument les tentacules de venir, sauf que comme vous le voyez, des tentacules, il y en a 4 d'un côté et 4 de l'autre. Et en même temps, pour pouvoir gagner, il va falloir faire en sorte que le Kraken, lui, ses tentacules sont sur le plateau, mais que le Kraken, lui, remonte complètement des profondeurs le long du chemin, viennent prendre la place d'une tentacule, celle de son choix, et ensuite viennent fracasser le navire. Pour pouvoir le taper, il va falloir faire reculer le Kraken 3 fois, on le marquera grâce à ces petits jetons, et regardez si c'est pas génial. Regardez si c'est pas génial. Quand on a pété la tête au Kraken, on peut même aller mettre sur ses tentacules les petits jetons qui montrent qu'on lui a tapé sur les doigts en disant « Hey, dis donc, c'est pas super cool ce que t'as fait à notre bateau. » Bref, il va falloir le faire 3 fois pour faire en sorte que... Ah oui, vous avez vu, je suis en short. Il va falloir le faire 3 fois pour remporter la partie.
Voilà pour le pitch global. Après, comment le tour de jeu se fait? Eh ben, c'est ultra simple. Chaque joueur a son deck de cartes, 10 cartes. Il y en a 2 qui seront à chaque tour visibles. Parmi ces 2-là, on choisira quelle carte l'on va jouer. En espérant que je suis encore à peu près en bonne vue. Et le tour de jeu est extrêmement simple puisque en début de tour, pardon, on va lancer les dés. Dès qu'ils vont indiquer quels sont les couloirs dans lesquels les tentacules et ou kraken vont avancer. Ensuite, on va jouer une carte avec les actions qui sont dessus, et donc on va réaliser les actions. Et ensuite, si on a de quoi faire une grimace au kraken, le kraken va avancer, parce qu'on se moque de lui en lui faisant « Nanana, tu nous auras pas, tu nous auras pas ». Voilà, donc ça c'est pour le kraken. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai trouvé ça très drôle. Alors, pour vous donner un tout petit peu plus d'indications supplémentaires, la botte permet de se déplacer. Les 3 armes sont les armes que vous allez retrouver sur le côté du plateau et donc du coup c'est la distance pour pouvoir faire reculer le tentacule. Donc il y a le sabre, première colonne, le pistolet, deuxième colonne et le canon, troisième colonne. Donc quand on utilise ces armes-là, et ben du coup on fait reculer tentacule et ou kraken et je vous le rappelle qu'il faut avoir fait venir le kraken pour pouvoir remporter la partie. Une fois qu'on a fait ces actions, il est possible aussi, excusez-moi, de faire des grimaces. La grimace, elle est sur la carte. Donc là, ici, je fais une grimace pour dire « Gna, tu m'auras pas ». Et là, je n'ai pas fait de grimace. Donc à moi de choisir comment est-ce que je joue mes cartes, bien sûr. Il est possible aussi, avec le marteau, de réparer le bateau. Et avec le pirate, le Skull Ship, eh ben, vous pouvez faire l'action de votre choix. Donc, autre chose, hyper important, et c'est là où l'équilibrage du jeu est excellent, c'est qu'au début, on ne joue qu'avec 2 dés, mais au fur et à mesure que le Kraken va se rapprocher, et vous le savez, c'est un but du jeu, donc il faut absolument le faire, et ben donc on va aller rajouter, au moment où le Kraken va arriver sur les cases, on va rajouter des dés, jusqu'à ce que, in fine, montée de pression, on se retrouve à la fin avec 3 dés de chaque couleur et donc potentiellement 3 avancées de Kraken de chaque côté. Un truc de fou. J'arrête de vous faire jouer à la gel mal de mer. Je repasse en mode caméra pour vous indiquer que ce jeu, au final, a une mise en scène qui est vraiment excellente. Et il va falloir se coordonner. En même temps, pour les joueurs, les petits joueurs, c'est relativement simple. J'ai mes 2 cartes, j'ai mes 5 icônes à comprendre, une joker, une de déplacement, 3 d'attaque. Je fais une grimace ou pas, donc ça va très vite. Et on voit le bateau se détruire au fur et à mesure, puisqu'on va enlever les petites rambardes, les bastingages qui vont éclater. Au fur et à mesure, ça tombe. C'est relativement, entre guillemets, classique, hein, le sens de je vois le... Ça me fait penser à ça y est, je l'ai oublié, Dead. Alors non, le vrai Dead, c'était pas ça. Il y avait une tour de magicien au milieu du plateau avec des protections, et puis les monstres arrivaient, sortaient de la forêt, et puis ils venaient péter la tour du magicien. Le jeu est très très bien. Ils ont fait une déclinaison avec des zombies, ils ont fait une déclinaison Munchkin. Mais donc il y a un côté un petit peu classique, le mal avance de chaque côté, le Kraken aussi, mais il va falloir qu'on le fasse avancer, mais c'est tout bien pensé pour que ce soit jouable par les plus jeunes, qui est un vrai défi en même temps, c'est pas aussi facile que ça, qui est une vraie montée en puissance, puisque le Kraken est de plus en plus fort, les tentacules bougent de plus en plus vite, donc du coup il va falloir se répartir en disant « va réparer ici, va ici, non on en est déjà au 3e truc pété, remets un bastingage à cet endroit-là parce que on n'a pas le temps d'aller faire reculer le tentacule ». Donc ça se passe vraiment en ambiance ludique, avec tout qui a été bien pensé, le matériel est immersif, pardon. Les parties proposent même quelques variantes, entre guillemets. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous permettre d'y jouer d'autres façons pour renouveler aussi l'envie d'y jouer et de le découvrir autrement. Je ne peux pas faire autrement que de vous dire que ce Kraken Attack a été très très bien pensé. C'est donc chez Loki.
gamme pour enfants, avec un jeu de coopération d'Esteban et Antoine Boza. Plusieurs façons, enfin non, une façon de perdre, entre guillemets, une façon de gagner, donc relativement simple. Un deck personnalisé avec les petites grimaces qui sortent au bon moment et une mise en scène ludique qui fonctionne super bien. Donc, que dire autrement? Voilà, le matériel immergé, comme dit Plateau Marmot, c'est seulement en cas de défaite. Bah oui, effectivement, sinon le bateau il coule. Donc je suis d'accord avec lui, bien sûr. Donc juste pour vous dire que on a presque un faute, je trouve, dans la mise la mise en image d'un jeu coopératif pour enfants. Je trouve aussi que Loki a vraiment fait un travail sur l'illustration, donc avec Beat Hours. Ça fonctionne, l'ensemble fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on y croit. Enfin, moi, je trouve, c'est un avis, hein, bien sûr, d'accord, hein, donc on s'emballe pas. On y croit autant pour le matos que pour les illustrations. Le tout est cohérent. Voilà ce que je voulais dire. Et grosso modo, pour un prix relativement modique, je trouve, par rapport à ce matériel, c'est-à-dire grosso modo 25 euros. Donc, en coup de cœur personnel pour un jeu coopératif avec les enfants, ils y joueront eux tout seuls, mais vous pouvez y jouer avec eux. On y a joué nous entre adultes. C'est-à-dire que c'est là où moi je trouve que on a un bon point, on a un bon point dans le jeu là, c'est que quand des adultes, alors peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, bien sûr que ça ne plaira pas à tout le monde. Je suis pas en train de dire allez-y, courez acheter Kraken Attack. Non, pas du tout. Mais penchez-vous-y, parce que quand des adultes joueurs jouent à un jeu qui est prévu normalement entre guillemets pour enfants, nanana, on va pas faire des cloisons, eh ben c'est très bon signe. Et ce Kraken Attack pour grosso modo 25 euros, eh ben c'est un Shifumi Kids Approved tout à fait Bertrand. Et comme Aurélie Raphaël est avec nous, et ça n'a rien à voir, je préfère vous le dire parce qu'il y a des suspicieux partout, ça n'a rien à voir avec le fait que Aurélie Raphaël, qui a été chargée de projet avec Loki autour de ce Kraken Attack, est aussi autrice d'articles par chez nous. Certes, ça me permet d'avoir eu des informations sur le développement du jeu, mais rien sur l'appréciation du jeu. Donc je vous le dis, Aurélie, c'est un super boulot, et Esteban et Antoine, c'est un super boulot. Ça fonctionne très bien. La durée de jeu va aussi à merveille avec l'objectif du jeu, c'est-à-dire qu'on est sur 20-25 minutes et ça tombe parfaitement bien, je trouve, dans ce temps de concentration, on va dire, pour les 7+, voire même un petit peu plus petit. Le 7+, je pense, on pourrait demander à Aurélie, mais il me semble que oui, a été mis à partir du moment où tu peux jouer en autonomie. Donc, voilà, comme le dit Turtle Blue, ça n'a rien à voir avec un conflit d'intérêts, je préfère vous le dire. Je n'ai pas d'action chez Loki, je n'ai pas d'action chez Aurélie, je n'ai pas d'action chez Yellow. Donc, si vous avez envie de me faire confiance, eh ben vous pouvez me faire confiance. C'est effectivement un Shifumi Approved et un Shifumi Kids Approved. Et si vous voulez pas me faire confiance, eh ben jouez-y tout seul et complétez votre avis par vos sensations de jeu. Voilà, c'est le premier jeu que je voulais vous montrer aujourd'hui. Quand je vous parlais des variantes, eh ben voilà, hein, il y a des petits jetons tourbillons très énigmatiques. Du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir jouer avec d'autres façons. Et comme on me pose le défi de Mike Monnier de dire tentacule 10 fois de suite, tentacule, 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 tentacule. Eh ben, je l'ai dit et j'ai même pas zippé. Du coup, ça reste une émission pour les 7+. Alors 4+, pour les premières parties accompagnées, nous dit Plateau Marmot. Et je suis bien content que Plateau Marmot soit là, puisque son site parle beaucoup de jeux de société, comme le nom l'indique, pour les enfants. Et je crois savoir, Plateau Marmot, que ça fait partie d'un jeu pouce, coup de cœur, entre guillemets, pour pouvoir y jouer. Turtle Blue, sincèrement, si vous voulez y jouer même sans enfant, eh ben moi je trouve que j'y ai pris du plaisir et que je continue, c'est le plus important même d'ailleurs, hein, que je continue à y prendre du plaisir. C'est pour ça que je vous en parle. Voilà pour le premier jeu de ce matin, Kraken Attack chez Loki. Le deuxième est un petit peu surprenant parce que c'est Agakure. Je vous en ai parlé parce qu'il est dans les sorties, dans le petit café du matin d'hier. C'est une
sortie de la semaine. Le voilà en encart, merci beaucoup Florian. C'est un Studio H. Alors Studio H, on le sait, achète Hicham qui était chez Matago avant, qui a donc une expérience du jeu de société et du matériel, etc., qui a fondé donc Studio H avec Hachette, distribué par Gigamic, et qui ont remporté avec un de leurs premiers jeux, Oriflamme, l'As d'or jeu de l'année cette année. Donc forcément, un Gakure, ça met une petite pression, on l'attend, on se dit comment est-ce qu'il va être traité. Alors, la première chose à dire, c'est que les illustrations de Claire Conan, ou Conan, pardon pour moi, mais soit c'est Détective Conan le manga, hein, parce que moi je dis Détective Conan, soit c'est Conan le barbare, et non pas le contraire, parce que ça existe aussi. Eh bien, les illustrations de Claire Conan donnent un vrai plaisir des yeux. C'est-à-dire que c'est important que ce soit l'illustration qui... Alors c'est un jeu de pli, hein, donc c'est un petit peu l'illustration a quand même son importance. On voit l'ombre d'un samouraï entre guillemets là en bas, vous le voyez, même c'est plus clair avec l'encart de Florian. Et puis on voit un paysan aussi, mais avec une deuxième ombre, comme si le paysan lui-même pouvait peut-être un peu renverser la vapeur. Et c'est pas complètement faux, donc ça raconte bien un petit peu l'histoire du jeu. Le jeu de pli est de Franck Critin et Grégoire Larget, et ce n'est pas leur première incursion dans le jeu de cartes. Donc, plutôt, a priori, positif là-dessus. Alors, pour répondre à Rodenbach, qui dit Hicham était fondateur de Matago, ils étaient cofondateurs, il y avait 2 personnes, et il y a eu entente avec Arnaud. Alors je ne sais pas je n'ai pas les dessous de l'entente hein, pour savoir si il n'a plus de décision, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la séparation est bien marquée et que Hicham c'est Studio H. Point barre. Voilà. Et Heinz nous le confirme a priori. Il a certainement à confirmer, mais les informations qui vont bien, les parts sont vendues. Il n'a plus rien à voir avec Matago. Donc, pour revenir à Hagakure, le Hagakure, c'est À l'ombre des feuilles. C'est un guide pratique et spirituel pour les samouraïs. Et donc, du coup, nous allons jouer à ce jeu de pli où il y a des samouraïs. La boîte, qui d'ailleurs a donné lieu à une refonte de la boîte de Oriflamme, qui est une boîte tiroir. Donc ça veut dire que vous l'ouvrez, hop, voilà, comme un tiroir, et c'est pas désagréable au final. Il y a suffisamment de matériel, enfin c'est pas grave de pouvoir le mettre debout si vous cherchez un petit peu quelque chose dans votre ludothèque pour caler. Et puis dedans, vous allez trouver principalement, bien sûr, puisque c'est un jeu de pli, des cartes. Les cartes sont numérotées enfin, sauf pour 3 cartes, pardon, mais les cartes sont numérotées principalement, c'est l'information visible, la plus importante, c'est le cas de le dire, et une couleur. Donc de 1 à 17, ce sont les cartes bleues et ce sont les cartes villageois. Et de 18 à 27, ce sont les cartes rouges et ce sont les cartes samouraïs. C'est un jeu de pli. Vous le voyez, il n'y a que 2 couleurs. Les autres cartes un petit peu particulières, je vais aller vous les chercher parce que mes enfants, ils l'ont retrié après qu'on y ait joué, après qu'ils y aient joué tout seuls d'ailleurs hier. Il y a 3 cartes fous qui ont juste le petit symbole de la fleur. Voilà, les cartes sont relativement agréables, hein, avec cette petite impression gaufrée qui donne toujours une impression de qualité. Attention, c'est pas parce qu'il y a une impression gaufrée que la carte est vraiment gaufrée. Ça peut être juste un espèce de tampon qui est indiqué comme ça, et ça ne veut pas forcément dire que la carte est gaufrée, c'est-à-dire avec un maillage à l'intérieur des cartes que vous ne pourriez découvrir que si vous déchiriez la carte, ce qui serait un petit peu dommage. Et donc, du coup, un petit dos, pareil, très classieux, donc ça va assez bien avec le jeu de pli sur cet aspect esthétique. Alors, esthétique, on va dire beauté. Après, on aime ou pas, mais en tout cas, les dessins sont très très chouettes et les dessins sont tous différents. Donc, ça veut dire que vous avez 30 illustrations différentes. L'objectif de ce jeu de pli va être de marquer le plus de points. Alors, pareil, en fonction du nombre de joueurs, mais potentiellement de 5 manches jusqu'à 9 manches, en sachant que la carte numéro 18 que je vais vous montrer, c'est celle-là, elle vaut 1 point. Donc celui qui emporte le plus petit des samouraïs marque 1 point. Emporter un pli, c'est 1 point. Ne pas marquer de pli à une manche, c'est -2.
Et en fonction du nombre de joueurs, grosso modo, on va avoir 4 cartes. Alors, c'est une moyenne, hein, je vais regarder un petit peu la règle en fonction du nombre de joueurs. Ah bah d'ailleurs, je suis bête parce qu'ils ont une aide de jeu que j'ai mis de part devers moi et qui du coup me permet de savoir qu'à 3 joueurs, il y a 5 cartes, à 4 joueurs, il y a 4 cartes et à 5 joueurs, il y a 5 cartes. Donc, ça veut dire qu'au maximum, il y a 5 points plus 1, il y a 6 points par manche. C'est rien, c'est peu. D'autant que ceux qui ne marquent pas de pli, c'est -2. Donc potentiellement un différentiel qui peut encore monter à 8 points. D'accord Donc l'objectif va être de faire très attention à ce que vous allez jouer. Comment est-ce qu'on joue? Si j'entame, hein, c'est un jeu de pli, alors on va prendre un petit peu le vocabulaire. Si j'entame à bleu, donc villageois, je peux jouer bleu et ou rouge, sachant que c'est la plus forte qui l'emporte. Donc forcément, rouge, ça permet de gagner, mais comme il y a assez peu de cartes, est-ce que je ne prends pas le risque que quelqu'un d'autre monte par-dessus mon atout, si mes samouraïs sont des atouts? Si j'entame à samouraï, je suis obligé de jouer rouge. Et si je n'ai pas de rouge, alors je joue bleu, j'ai automatiquement perdu. Je pisse, hein, grosso modo. Là-dessus vient s'ajouter le fou. Le fou, s'il est tout seul, il vaut 0. C'est une carte rouge, attention. Donc on peut aller à la chasse au fou. Par contre, si je joue un deuxième fou dans un pli, alors le fou l'emporte automatiquement. Et la folie fait que ça se retourne. Mais des fous, il n'y en a que 3. Donc attention. Et le petit twist vient donc de comment est-ce que je vais réussir à placer mes cartes et à gagner des plis. Ça se fait très rapidement. Et ça, c'est plutôt chouette parce que du coup, le jeu a un temps de jeu qui n'est pas celui du tarot, entre guillemets, même si j'aime beaucoup le tarot et qui fait que quand on y joue, on a envie d'y rejouer et d'y rejouer. Là, les données sont simples, 2 couleurs seulement, un chiffre, il n'y a pas d'égalité possible, let's go, bim, boum. Donc, c'est carré. Maintenant, va venir se rajouter, et c'est l'autre petit twist, la petite gestion, l'espèce de prise de pari qui n'est pas inintéressante du tout, qui sont les nobori, les choses de la mort. Il y a 5 petits jetons à la couleur, voilà, et ces jetons ont chacun de l'autre côté, j'aurais peut-être dû passer avec l'autre caméra, je vais les approcher plus, encore plus Florian, comme ça va? Voilà. Ça fait changer la couleur, désolé. Plus bas, plus bas. Merci Florian de ton aide. Voilà, et donc du coup, il y en a 5 différents. Voilà, je vais rester là pour vous les montrer. Et ces nobori, à chaque tour, à chaque début de manche, de tour, oui, en fonction du premier joueur, on va devoir choisir d'en parier un ou pas. Alors, quels sont les différents pouvoirs des nobori? Eh bien, vous allez voir qu'ils ont complètement leur importance, mais que les sacrifier au mauvais moment ou les rater, ça peut faire très très mal. Le premier nobori, c'est celui-ci, et il vous permet de marquer 0 point. Vous sentez que vous avez une très mauvaise main, vous savez que vous allez vous prendre un -2, vous jouez celle-ci. Par contre, dommage, si vous gagnez un pli complètement par hasard ou que les autres joueurs veulent vous enquiquiner en évitant de favoriser un autre joueur, ils vont vous faire gagner des plis potentiellement, et en fait, vous marquerez 0. C'est tant pis pour vous. L'autre possibilité est de parier sur les villageois, mais c'est pas si facile que ça. En fonction du nombre de joueurs, si vous avez 4 villageois ou 5 à la fin de la manche, vous gagnez 2 points de plus. Je n'ai pas encore demandé à Thibaut de Studio H si c'était 4 ou 5 pile poil ou si c'était 4 ou 5 ou plus. Je n'ai pas réussi à trancher pour l'instant, je n'ai pas eu d'information, je vous la donnerai lorsque je l'aurai. Mais avoir les villageois, c'est pas aussi évident, les avoir dans la bonne quantité, par contre pour marquer 2 points, ça c'est très bien. Ensuite, vous avez la possibilité, et ça c'est très bienvenu, mais alors attention, c'est du key to double, ça fait un petit peu comme de le Gambit 7, Gambit, vous avez le x2, ça veut dire que là, les points de cette manche seront multipliés par 2. Ça peut faire très mal. Mon grand nous a tués. On ne le savait pas encore, hein, mais mon grand nous a tués sur la première manche avec un x2 super bien placé. Il a ensuite complètement géré les petits +1, les 0, les -2. Et bam,
on n'a pas réussi, on s'est mis à 2, à 3 contre lui, c'était pas possible. Le x2, ça peut te renverser complètement la vapeur. Il faut l'accepter, ça fait partie du jeu, c'est un jeu rapide, donc on peut pas non plus lui en vouloir de jouer potentiellement ça, sauf si vous n'aimez pas, sur un petit coup de dé. C'est 4 ou 5 au moins, nous dit Studio H. Oh, merci Studio H d'être là pour confirmer. Merci Grégoire Larget qui est là. Bonjour Grégoire Larget. Il n'y a pas Franck Critin aussi, histoire de que tout le monde soit là, non? Parce que ça a l'air d'être la fête, hein. Heureusement que Thibaut est là, et Grégoire aussi. Vous avez celui-ci qui va vous permettre d'aller échanger avec le chien. Le petit écart, toutes les cartes ne sont pas données, bien sûr. Et donc, si vous voulez tenter votre chance, et c'est dans l'ordre du tour, attention, eh ben, vous pouvez aller échanger vos cartes avec le chien. Et puis si vous l'échangez, bah, peut-être que quelqu'un d'autre va se dire « Bah non, moi c'est encore plus pourri que le pourri que tu avais, je vais quand même échanger avec le chien. » Mais vous pourrez ne le faire qu'une seule fois dans la manche. Et enfin, vous pouvez aller regarder le chien ou la main d'un autre joueur avec le dernier Nobori. Ce qui fait que à chaque manche, et en fonction de ce que chacun potentiellement va jouer, eh ben, il y a cette notion de prise de risque, de j'y vais pas, autour d'un jeu de pli. Alors, j'ai dit hier que je l'avais trouvé un petit peu difficilement maîtrisable. Un petit peu difficilement, c'est pas très français. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je sais jamais comment est-ce que mon pari pourrait être gagnant. Donc, il y a des moments, j'ai joué un samouraï en me disant « Allez, je peux faire un pli, c'est le moment, tente ta chance, c'est mon seul samouraï. » Et bim, celui d'après, bah, il avait un samouraï plus fort, hein, bien sûr, donc dans tes dents, Guillaume. Et puis, il y a des moments où je fais « Ah non, cette main-là, elle est pourrie, je vais jouer mon 0. » Et puis, c'est le moment où je gagne 2 plis parce que bah, je m'y attendais pas, mais je pose un villageois. Et puis, en fait, personne n'a voulu ou n'a pu jouer plus fort. Et donc, du coup, je me retrouve avec des points que je peux pas marquer. Pour tout vous dire, dans mes parties que j'ai jouées, je suis le seul, je vote présent, à avoir du négatif. Voilà, j'ai fini mes parties en négatif. Merci Guillaume, ça ne m'étonne absolument pas, ça fait partie de ma légende. Et ben, tant pis pour moi. Donc, comment vous dire ça? Agakure est beaucoup plus accessible, me semble-t-il, c'est mon point de vue, et je le partage avec vous, que Oriflamme. Il y a moins ce double guessing, on est sur un jeu de pli avec prise de risque, c'est-à-dire le fait de jouer ses Nobori ou pas, c'est chose de la mort, et un jeu de pli qui, là, pour le coup, entre guillemets, pourrait paraître classique au premier abord, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est le plus fort qui l'emporte, c'est comme à la bataille, il y a une couleur d'atout, entre guillemets, c'est un petit peu comme le tarot, etc., etc. Mais il y a la possibilité de chasser le petit, hein, le 18, il vaut quand même un point. Donc, entre guillemets, commencer à taper du samouraï pour faire tomber le 18, eh ben, c'est pas inopportun. Sauf qu'attention, les fous, ils sont aussi en rouge. Donc, ça veut dire qu'on peut en jouer un et que quelqu'un pourrait décider d'en jouer un deuxième pour finalement faire tomber et récupérer des plis. Bref, ça se laisse découvrir vraiment pour ceux qui aiment les jeux de plis et les jeux de prise de risque, de gestion de risque autour des Nobori qui vont à chaque manche, et il y a un certain nombre de manches en fonction du nombre de joueurs, vous donner une façon d'analyser votre main de cartes différente. Et c'est peut-être ça que j'ai encore pas réussi à apprendre, c'est-à-dire à bien analyser comment est-ce que je peux gérer ou pas le risque de jouer. Par contre, ce qui est clair, c'est que on peut vraiment faire du négatif. On peut vraiment, c'est très peu, hein, 4-5 cartes pour essayer de tirer des conclusions sur la main des autres, c'est très peu. Hein, il peut y avoir un seul rouge, on fait tomber un rouge, il le joue, on compte pouvoir en faire tomber un autre, bam, et ben non, pas du tout. Bon, bah donc du coup, c'est vrai que l'analyse ne peut pas être aussi poussée, c'est pour ça que je parle plutôt de prise de risque. On ne peut pas complètement analyser le jeu d'un joueur sur 4 tours, c'est pas possible. Alors effectivement, oui, normalement au tarot on analyse la longe. Ah bah non, t'as quand même pas une coupe franche, une coupe sèche, etc. Bah, ça peut se faire et ça fait partie du plaisir. Mais là, du coup, c'est vraiment sur beaucoup plus ramassé. Donc, cette gestion de prise de risque avec un jeu de pli relativement simple, accessible, on va dire, pour que ce soit plutôt positif, ça marche bien. Mais ça demande à être maîtrisé. Pour répondre à Rodenbar, mon grand, il est en 4e. Voilà, ça vous donnera un petit peu des idées.
sur la façon de pouvoir y jouer. Alors, comme le dit Dai 666, oui, ça fait penser à d'autres jeux. Alors, Agakure n'est pas la ressortie d'un ancien jeu, mais on sent, Grégoire et Franck, peut-être qu'un jour on fera un papotage autour du jeu, on sent une parentalité, la façon d'aborder le jeu de pli, eh ben, je trouve qu'il y a une petite patte. Et c'est pas anodin. C'est pas la première fois non plus qu'on a un jeu de pli avec des objectifs ou des paris, entre guillemets, en début de tour. Il n'empêche que Agakure apporte sa patte, me semble-t-il, et c'est pour ça que je veux en parler aujourd'hui, avec quelque chose de ramassé, relativement court et accessible. Donc on est clairement dans un petit familial qui permettrait de rassembler du monde autour du jeu, même si moi, je n'y suis pas très très bon. Visiblement, une fois encore, même quand il n'y a pas de dés, eh ben, je me les prends dans les dents. Voilà, c'était Agakure et Kraken Attack, les deux jeux un petit peu dans notre café du matin. On tente de nouveaux formats, donc n'hésitez pas à vous dire si ça vous convient. Ce format-là est plutôt sur une petite étude de cas ludique. C'est pas forcément un coup de cœur tout le temps. Là, on va se faire plaisir, hein, bien sûr, on va pas se le cacher. Mais c'est le fait de pouvoir avoir avec vous des petits échanges autour de jeux, voire pour vous les présenter, voire pour avoir cet échange autour d'un jeu. J'en ai pris deux parce que les deux étaient relativement courts et que j'essayais de tomber dans mon 30 minutes. J'ai un tout petit peu dépassé, je m'arrête. Juste 2 minutes pour vous dire que cet après-midi, on se retrouve avec Mathilde pour notre débrief ludique de la semaine. Si vous avez envie, à l'issue de cette émission de cet après-midi à 15 h, de nous faire quelques retours, de nous poser des questions pour Trick Track, savoir comment ça évolue, à quand le retour des parties numériques avec Viewer. C'est vrai que Dice 166 a loupé le coche avec Mystic Veil et pourtant c'était trop bien. Elle est bien cette application, elle est très bien et j'attends de pouvoir rejouer au jeu en VF. Tout ça, ben, vous pouvez nous les poser pendant le débrief, puisque le débrief est un moment un petit peu plus léger et un petit peu plus en interaction avec vous. Un énorme merci de nous avoir suivis, encore une fois, relativement nombreux à tous les deux. Merci aussi à Studio H d'être là, à Thibaut, merci aussi à Grégoire, Claire Conon, l'illustratrice, pardon. Bonjour Claire! C'était super, elle était là, Claire aussi. Je vous fais des bisous, mais c'est déjà la fin. Merci à Florian pour le hosting et pour les habillages et m'avoir suivi dans mon petit délire de caméra, la réalisation. Voilà, merci beaucoup Florian. Et je vous souhaite une bonne fin de matinée en vous attendant tous nombreux cet après-midi, parce qu'une fois encore, on a besoin de vous. Et moi, je vous le dis, on est bien quand vous êtes là. Amusez-vous bien, à tout à l'heure, à cet après-midi. Ciao, ciao!